Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sabine Guérin qui va évoquer les initiatives de l'INERIS pour favoriser la prise en compte des multiples facteurs environnementaux. Merci, bonjour à tous. Donc Sabine Guérin, donc je travaille à l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Et aujourd'hui, donc je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur d'expérience qu'on a eue sur la construction d'indicateurs environnementaux. Donc effectivement, je vais vous parler de l'indicateur Equal, donc qui est un indicateur de qualité des environnements pour la santé des populations. Donc il s'inscrit dans le 4e plan national santé-environnement. Il est mentionné de ce plan 2 types d'indicateurs globaux qui, en fonction des connaissances et des données disponibles, pourront être calculés en début et en fin de plan. Donc un indicateur environnemental dont je vais détailler un peu les premiers résultats, qui intègre des données de qualité de l'environnement, mais aussi des données sur les sources de contamination, qui est donc les travaux initiés par l'INERIS, et un indicateur plus sanitaire qui estimera pour une pathologie donnée la part attribuable à un ou des facteurs environnementaux, et là qui est un projet porté par Santé publique France. Et donc en fonction des connaissances et des données disponibles, ces indicateurs pourront intégrer différentes dimensions afin d'une part de mesurer globalement les progrès réalisés en matière de qualité de l'environnement, de suivre l'évolution de ces différents indicateurs individuels, et de rendre compte aussi de l'impact des politiques de santé-environnement, notamment en lien avec le PNSE 4 et également avec les autres plans sectoriels qui sont adossés à ce PNSE 4. Donc la conception de cet indicateur Equal a été initiée donc en 2019 avec la constitution d'un groupe d'experts de préfiguration au PNSE 4, qui avec un pilotage de l'INERIS et qui rassemblait plusieurs experts de différents instituts, de différents ministères et également de la recherche. Ces travaux ont abouti à la rédaction d'un rapport qui détaille justement la construction de cet indicateur de qualité pour les environnements. Des environnements. Et cette méthodologie, la méthodologie utilisée se base fortement sur les travaux de l'EHHA et du CALIPI en Californie, qui eux-mêmes qui avaient conçu un indicateur composite qui rassemblait à la fois des données d'exposition, des données d'effets environnementaux et des données populationnelles, donc avec aussi des notions de santé que nous, on ne reprend pas dans notre indicateur, de qualité des environnements. Donc cet indicateur composite est constitué de 10 indicateurs individuels, 6 indicateurs d'exposition, qu'on dit d'exposition, qui peuvent être situés sur le continuum source-vecteur-cible du schéma conceptuel de l'exposition qu'on utilise en évaluation des risques. Donc 2 indicateurs qui vont être au niveau de la source ou de l'émission de polluants, donc avec un indicateur qui va concerner les émissions atmosphériques et un indicateur qui va concerner le radon. Donc ces indicateurs auront une pondération de 1 dans notre indicateur composite. 2 indicateurs qui vont concerner les milieux environnementaux, notamment les pollutions de l'air avec les PM2,5 et l'ozone, qui eux auront une pondération de 2. Ensuite, les médias d'exposition, donc qui là concernent plus l'eau destinée à la consommation humaine et le bruit. Et là, ils auront une pondération de 3 parce qu'ils sont au plus près des expositions. Et enfin, on a également 4 indicateurs qu'on appelle des indicateurs de pression environnementale, qui décrivent plus une dégradation de l'environnement ou des situations de stress potentiel liées à une proximité à une nuisance ou une pollution, et qui sont l'achat de pesticides, les eaux de surface dégradées, la proximité aux installations classées et la proximité aux potentielles pollutions du sol et du sous-sol. Donc pour chacun de ces 10 indicateurs individuels, on va tout d'abord les cartographier sur un maillage commun qui est un maillage carré de 4 km par 4 km, donc qui recouvre tout l'ensemble du territoire français pour un total d'environ 35 000 mailles. Et chacun de ces indicateurs va ensuite être normalisé entre 0 et 1. Et enfin, une fois qu'on a ces 10 indicateurs à une échelle normalisée, on fait une moyenne pondérée pour chaque maille, donc avec les formules qui sont présentées ici. Donc le premier exemple que je vais vous présenter aujourd'hui concerne les PM2,5, donc avec la cartographie ici qui représente la concentration atmosphérique annuelle moyenne en PM2,5 sur 3 ans, donc là de 2017 à 2019. Les données d'entrée là sont des données en open data fournies par l'INERIS.
qui concerne uniquement pour l'instant la métropole. Les mises à jour sont annuelles et les données sont disponibles depuis le 2009. Et j'attire juste votre attention sur la distribution des données, dont je vais reparler ensuite pour les autres indicateurs qui, là, sont proches d'une distribution normale. Pour le potentiel radon, donc là c'est le potentiel radon des formations géologiques, donc qui est une catégorie conçue par l'IRSN, qui est pareil des données en open data, qui là couvre à la fois la métropole et les DROM. Par contre, effectivement, d'un point de vue, donc par rapport aux objectifs précisés précédemment, cet indicateur n'est pas voué de par sa nature à évoluer dans le temps, donc effectivement il va rester statique. Et pareil, la distribution ici est un peu particulière, sachant qu'elle est bimodale avec l'ensemble des concentrations qui sont qui sont aux deux extrémités en fait, soit au minimum, soit au maximum. Ensuite, les émissions atmosphériques, donc il a un indicateur un peu plus complexe parce qu'il met besoin justement de croiser deux types de sources de données. Donc c'est un score qui correspond à la somme des quantités de polluants émis dans l'atmosphère, pondéré par un coefficient relatif à la toxicité. Donc avec des données d'émission qui vont être des données issues de l'INS, donc l'inventaire national spatialisé, des données aussi en open data mis en ligne par l'INERIS, et des données de toxicité qui là aussi sont en ligne, ils sont mis en ligne par l'US-EPA. Ces données couvrent à la fois la métropole et les DROM, mais uniquement pour l'année 2007. On a du coup des données plus récentes sur 2012, mais uniquement pour la métropole. Et pareil, la distribution, là encore, est aussi différente des deux autres, avec une distribution très asymétrique, avec une grosse partie des données au niveau du minimum. Et ces distributions-là vont avoir un impact effectivement au niveau du composite. Pour les autres surfaces dégradées, donc là, qui est un indicateur qui est encore en cours de construction, pareil, croisement de différentes sources de données. Donc là, on a un score qui correspond au nombre de dépassements d'un paramètre par station de mesure, donc par rapport à une norme de qualité environnementale. Donc là, on va croiser des données à la fois de NIAD, qui sont des données de concentration de polluants dans les autres surfaces, les données de normes de qualité environnementale, donc qui sont issues de la directive cadre sur l'eau, et les tracés des cours d'eau qui sont issus du système d'information sur l'eau. Et donc effectivement, là, on a d'ouverture métropole et DROM et une profondeur historique très, très ancienne. On a des données depuis les années 70, mais avec des grosses disparités aussi en fonction des années. Et donc, pareil, plusieurs questions qui se sont posées pour traiter cet indicateur. Ça va être la gestion des valeurs inférieures aux limites de quantification, l'accrochage des stations, les données acquises et organisées qui sont effectivement organisées pour répondre aux besoins du gestionnaire, mais où nous, ça effectivement nous force à faire pas mal de pré-traitements pour avoir la donnée comme on le souhaite. Ce qui a été dit d'ailleurs tout au long de la journée. Donc là, c'est un petit résumé aussi de toutes les limites qui ont été identifiées, nous, dans nos projets, alors dans Equal, mais aussi dans d'autres projets, et qui, en fait, ont été répétées pas mal tout au long de cette journée. Donc, je reviendrai rapidement. Donc, c'est l'accès aux données, donc, qui peut être compliqué en fonction des discussions avec les gestionnaires, des questions d'aspect juridique, la gestion des données sensibles. En termes de structure de base de données, effectivement, quand on a des modifications de structure au cours d'un projet où nous, effectivement, notre objectif, c'est d'avoir une comparaison dans le temps, un changement de structure de base, ça va nous nécessiter d'adapter une méthode et de freiner aussi cette comparaison dans le temps si on a des changements assez conséquents de base de données. Comme je l'ai dit pour NIAD, les données d'entrée qui sont acquises et organisées selon le besoin du gestionnaire ou de l'utilisateur et qui nous forcent à retraiter la donnée selon notre besoin. Pour les couvertures spatiales des données, effectivement, on va avoir plusieurs freins, on va dire, en fonction des résolutions de nos données d'entrée. Ça peut être une résolution spatiale qui va être plus spécifique à un territoire, ou alors des données ponctuelles qu'il va falloir auxquelles il va falloir appliquer des traitements géostatistiques ou des algorithmes pour extrapoler, ou bien des données, nous, dans le cas national, qui peuvent être compliquées si il nous manque des régions, par exemple, pour pouvoir avoir une comparabilité sur tout le territoire national. S'il nous manque une région, ça va être plus compliqué. Et enfin, d'autres points d'attention plus généraux, ça va être pareil, la gestion des valeurs inférieures aux limites de quantification, les valeurs aberrantes, les questions d'interopérabilité sémantique, nous notamment pour les substances chimiques qui peuvent avoir des noms différents, et puis aussi des erreurs de localisation sur certaines bases de données. Et enfin, pour nos cas d'indicateurs composites, ça va être la variabilité temporelle qui va exister entre les différents indicateurs.
Voilà, merci. Je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la présentation de Sabine Host, qui va pouvoir vous présenter une initiative menée à une échelle plus locale. Et donc, ça va permettre, en fait, comme cette initiative suit la méthodologie Equal et s'en inspire, de mettre en tension les enjeux de données qu'on peut rencontrer à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Merci pour cette transition. Donc, moi, je suis chargée d'études à l'Observatoire régional de santé Île-de-France, donc un organisme régional. Et donc, ce travail, on l'a mené dans le cadre du plan régional santé-environnement, dans un axe stratégique, travailler à l'identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales de santé. Donc, l'objectif de ce projet était d'identifier, à l'échelle de toute la région, les zones géographiques surexposées ou qui cumulent plusieurs problèmes environnementaux, donc avec un premier travail de recueil, exploitation des données environnementales et aussi de population, et puis l'élaboration de la méthodologie. Et en effet, on s'est mis dans les pas de ce qui a été fait au niveau national dans le cadre de cette réflexion sur l'indicateur Equal. Donc l'objectif était de fournir un outil d'interpellation, donc un criblage régional et un accompagnement des acteurs locaux pour alimenter les diagnostics et in fine mieux intégrer les enjeux de santé environnementale aux réflexions, décisions sur l'aménagement et donc avancer sur ces sujets de résorption des points noirs environnementaux. Donc ce travail a été mené en partenariat, on a eu la chance de le mener en partenariat avec l'INERIS, qui a facilité ce déploiement au niveau régional en restant cohérent avec ce qui était fait au niveau national. Et donc voilà, tout découle de aussi cette expérience en Californie qui a été menée. Et donc, bien évidemment, on a adapté notre méthode, nos pondérations aux données disponibles, à nos spécificités et à notre objectif qui était un peu différent puisqu'on n'est pas dans du suivi de l'évolution d'indicateurs. Donc, c'est vraiment un outil de diagnostic pour orienter les politiques. Donc, du coup, cette expérience régionale permet de rentrer un peu plus dans, concrètement, de manière opérationnelle, dans le travail avec les données, qui se déroule en 4 étapes, avec une première étape de sélection des indicateurs, une étape de transformation des données, donc ça a été abordé un petit peu avant, mais là je vais l'illustrer de manière plus concrète, de transformation et de combinaison, in fine. Donc on s'est intéressé à 3 dimensions, donc la dimension environnementale, et donc c'est ce que je vous propose de détailler, et on a intégré aussi des enjeux liés aux sensibilités des populations et de capacité à faire face. Donc, je déroule les étapes là, pour ces 5 indicateurs. Donc, ce tableau, sans rentrer dans le détail, l'idée là, c'est de montrer que on a affaire à plusieurs interlocuteurs, producteurs de la donnée, et donc il y a un travail en amont qui a été finalement ce qui a constitué le plus long dans l'élaboration de cette démarche. Donc, beaucoup d'allers-retours. Et une donnée pré-traitée en fait par les partenaires, puisque si on prend l'exemple de la pollution de l'air, on s'intéresse à 3 paramètres, et donc le partenaire lui-même a déjà propose des indices multipolluants qui intègrent ces 3 paramètres. Et donc, à partir de ces discussions, on a identifié cet indice comme le meilleur candidat pour le travail qu'on souhaitait faire. Ce qui est illustré ici, c'est aussi les résolutions différentes auxquelles on peut trouver ces indicateurs. Alors, parfois des indicateurs maillés, des mailles qui peuvent être très fines, jusqu'à 5 mètres par 5 mètres, ou alors des polygones, des points. Et donc, tout l'enjeu va être de faire atterrir toutes ces informations à une même maille de travail. Donc, c'est ce qui est illustré ici. Donc, vous avez représenté les différents maillages, la manière dont se présentent les différents indicateurs. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est exprimer ces 5 données différentes à une même unité de travail. Et dans le cadre de ce projet, on était sur un maillage régional à une grille de 500 mètres par 500 mètres. Et donc, la stratégie est assez commune à chacun des indicateurs. On réalise des moyennes par ratio surfacique. Alors après, il peut y avoir des subtilités. En effet, pour le bruit, la donnée, elle n'est pas donnée au niveau de l'emprise des bâtiments. Donc, une petite subtilité, on réalise cette moyenne surfacique sur les surfaces non bâties de la maille. Donc, c'est des petites choses, finalement, on n'anticipe pas. Et c'est au moment où on fait les calculs, on se dit « Ah, mais attends, là, c'est bizarre ». Donc voilà, il y a beaucoup d'allers-retours en fait. C'est un processus très itératif. Et donc pour ce qui est des données dont on dispose
plutôt sous forme de polygones ou de points. Donc on a défini ce qu'on appelle des buffers avec des pondérations dégressives en fonction de la distance. C'est aussi ce qui a été fait au niveau national. Et donc la définition de ces buffers, on l'a décidé avec le producteur de la donnée, l'expert. Et donc il y a vraiment ce travail, j'insiste beaucoup, en amont avec ceux qui connaissent la donnée. Il ne suffit pas d'avoir une base, mais il faut bien comprendre ce qu'on a dans la base pour interpréter et manipuler ces données. Donc au final, voilà ce que ça donne. Donc on en a les cartes, les données brutes, donc sur notre maillage. Et donc il y a cette question de distribution qui n'est pas anodine. On voit que pour la pollution de l'air, on a tout notre territoire qui est couvert. Alors que pour la qualité des eaux, par exemple, on a vraiment sur une distribution, on a la plupart des mailles, on a une valeur à 0, il n'y a pas de problème de qualité d'eau. Et c'est vrai que quand on va agréger après ces données, ça va donner beaucoup de poids à cette valeur. Donc il faut aussi l'intégrer dans la manière dont on va construire notre indicateur composite. Donc il y a cette étape de normalisation. On a choisi la même méthode que celle qui avait été décidée au niveau national pour Equal. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on a nos 5 indicateurs exprimés entre 0 et 1 pour chaque maille, une valeur entre 0 et 1 pour chaque maille. Et donc au final on combine, et donc on a choisi la même approche, une moyenne pondérée, moyenne arithmétique pondérée. Alors on n'a pas choisi forcément les mêmes pondérations. Là aussi on a eu des discussions sur la pollution de l'air. Est-ce que c'est le milieu, est-ce que c'est pas le milieu? Donc voilà, c'est aussi des décisions qu'on prend avec les pilotes du projet. C'est un partenariat avec l'ARS et la DRIEAT. Donc il y a aussi des décisions empiriques à avoir en cours de travail. Et donc on a choisi aussi de catégoriser notre indicateur, parce qu'on a un indicateur qui s'exprime entre 0 et 100, donc en valeur continue. Et au final, ce n'est pas forcément facile pour les utilisateurs de s'emparer de ce type de résultats. Donc au final, on s'affranchit de cette notion de seuil, et puis on se retrouve à la fin à devoir se fixer un seuil complètement arbitraire, mais pour dire, voilà, ces mailles-là, ça vaut le coup d'aller regarder ce qui se passe. En effet, là, les problématiques sont beaucoup plus fortes, mais juste avant, c'est aussi un problème, c'est un seuil qui est purement arbitraire. Et donc, on a combiné ces données environnementales avec des données de population pour prendre en compte le fait que quand on est plus sensible, pour un même niveau d'exposition, on a des risques plus forts, donc un impact potentiel plus fort. Et donc, pour rentrer cette notion et avoir une géographie un peu différente qui intègre la vulnérabilité des populations des territoires. Donc, quels enseignements donc, je redis ce que j'ai déjà un peu dit. C'est vraiment très important de pouvoir s'appuyer sur l'expertise en matière de connaissance des données, des enjeux associés, pour avancer ensemble. Un examen critique de la qualité des données. Je n'ai pas parlé des problèmes de géolocalisation, où bien évidemment on est tous confrontés à ça, des enjeux d'exhaustivité aussi, parce que par exemple pour le bruit, la donnée, on en dispose que pour l'agglomération. Réglementairement, on réalise ces cartes stratégiques du bruit pour les agglomérations et les grandes infrastructures. Donc, il y a une partie du territoire qui n'est pas couverte, mais finalement, ce n'est pas là qu'il y a des problèmes de bruit. Bon, il y a quand même une logique, mais au final, il y a quand même quelques trous dans la raquette, donc il faut composer avec ça. Donc, des choix empiriques qui vont être guidés par les objectifs. Et donc, on n'a pas pu intégrer non plus tous les indicateurs qu'on aurait voulu intégrer. On est très centré sur des problématiques de zones urbaines denses, et alors que notre région a une grande part de sa surface qui est de la zone rurale. Et donc, on voulait inclure des indicateurs ayant trait à l'usage des pesticides, par exemple. Et donc, on n'a pas en données sources de données suffisamment fines, suffisamment précises pour pouvoir construire cet indicateur sur ce maillage. Et on est vraiment sur des indicateurs d'environnement extérieur. Il y a des problématiques de santé environnementale très prégnantes liées à la qualité de l'habitat. Donc là aussi, c'est tout un volet d'exposition qu'on n'a pas pris en compte parce qu'on a des indicateurs plus macro. Donc il y a vraiment une réflexion à approfondir pour mobiliser ces données. Donc c'est des perspectives de travail qu'on a. Et pour finir, des enjeux liés à l'interprétation de ces scores composites. C'est vraiment un outil de hiérarchisation. Donc il y a une part d'arbitraire sur le seuil qu'on se fixe. Et donc là, c'est un travail qu'on vient juste de publier là, à l'automne. Et il y a tout un travail maintenant qui s'amorce pour accompagner la lecture, pour travailler avec les collectivités et amorcer des choses au niveau local en termes de résorption des problèmes.
Donc il y a un rapport technique et donc il y a justement il y a quelques semaines, on a mis en ligne cet outil de visualisation donc, où on peut, de manière rétroactive, avoir une information plus détaillée pour la maille et embrayer vers des solutions. Et donc c'est à partir de cet outil qu'on va travailler avec les collectivités. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, peut-être pour clore ce premier chapitre, qui est donc les enjeux d'interopérabilité et de croisement entre bases de données environnementales pour la santé environnement, est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Peut-être pour vous laisser le temps de réfléchir, je vais commencer par une question et puis vous pourrez embrayer, n'hésitez pas. En fait, ce qui est intéressant de mettre vos initiatives l'une après l'autre, c'est de bien mettre en tension ce que l'on peut faire à une échelle locale et à une échelle nationale. Donc la question serait assez générique. Quels sont les freins et les opportunités qui sont permises à l'échelle locale et à l'échelle nationale en termes de mobilisation de la donnée environnementale pour la santé environnement ? Alors moi, ce que je peux dire, c'est vrai que, alors après, on est peut-être je ne sais pas si on est une région atypique, mais en tout cas, nous, déjà, ça fait longtemps qu'on travaille avec les observatoires, je pense l'observatoire du bruit, l'observatoire de la qualité de l'air. Donc il y a aussi une relation de confiance qui s'est établie entre eux et nous. Donc ça facilite beaucoup. Et c'est vrai que les données, les gens qui les fournissent ne sont pas forcément prêts à les fournir facilement, en tout cas pas sans condition. Et c'est vrai que cette relation de confiance qu'on a nouée au niveau local nous a quand même beaucoup aidé pour avancer. Et il y a une vraie coopération donc ça c'est très riche. Alors est-ce qu'on peut avoir aussi, j'imagine, le même type de relation au niveau national? Je te laisse compléter. Oui, effectivement, l'INERIS, heureusement, beaucoup des bases qu'on utilise sont déjà gérées à l'INERIS, donc c'est vrai que c'est aussi une facilité d'accès aux données. Et puis effectivement, les rapports qu'on peut avoir avec même d'autres organismes plus régionaux, du fait de notre position nationale, sont toujours très intéressantes et c'est toujours plus facile aussi d'accéder aux données du coup. Merci beaucoup. Est-ce que la salle a des questions ? Alors, ce serait une question pour l'INERIS plutôt. Comment est-ce que vous avez résolu le problème de la temporalité de la donnée ? Par des moyens de pondération, Alors, vous parlez pour le composite ou pour effectivement chaque indicateur individuel ? Plutôt pour le composite. Justement, c'est des questions du coup, parce que là je vous ai montré du coup les premiers travaux en individuel et effectivement pour le composite, l'objectif ce serait d'avoir les mêmes temporalités au maximum. Donc c'est ça qu'on essaie de voir aussi avec les gestionnaires de données, d'avoir les données les plus récentes possibles. Mais effectivement, malheureusement, je pense que pour certains indicateurs où les travaux sont encore en cours ou alors ne seront pas disponibles, on n'aura pas le choix de prendre la dernière, la plus récente. Mais pour l'instant, on n'a pas complètement résolu non plus ce problème actuellement. J'avais une question du coup concernant Equal. Je me posais la question, vous l'avez peut-être abordée, je n'ai pas entendu, c'était concernant plus précisément les vecteurs. Je pense en particulier aux moustiques, parce que du coup il y a potentiellement des poches de biodiversité qui peuvent réduire ou à l'inverse des lieux qui peuvent permettre de proliférer. Là en Ile-de-France en plus, je pense qu'il doit y en avoir plein des endroits où les moustiques peuvent proliférer. Et donc également avoir des impacts. Est-ce qu'il est prévu par la suite d'intégrer ces aspects-là et donc finalement d'échanger avec tout un nouveau panel d'acteurs qui ont de la connaissance justement sur la biodiversité, sur les milieux? Alors effectivement, pour l'instant, c'était pas forcément prévu d'inclure ce type d'indicateur dans les 10 déjà individuels qui avaient été établis par le groupe de travail. Après, on ne se ferme pas forcément la porte au fait d'inclure peut-être d'autres indicateurs pertinents. Et surtout, ce qui va aussi conditionner le rajout d'autres indicateurs, ça va être la disponibilité temporelle et la disponibilité spatiale sur l'intégralité du territoire. Donc en fait, c'est là aussi où, pour l'instant, on n'a pas forcément prévu de rajouter ces données-là, mais si les données sont disponibles, pourquoi pas. Merci beaucoup. Du coup, une autre question. Oui, j'ai été frappée, en particulier là, sur les cartes d'Île-de-France. Vous agrégez donc plusieurs facteurs de risque environnementaux liés à la santé environnement, et puis on voit apparaître des zones beaucoup plus colorées que d'autres, bien sûr. Et évidemment, l'image, c'est n'habitez surtout pas dans le nord de Paris.
Comment est-ce qu'on gère ça ensuite politiquement ? Déjà, excusez-moi, on explique. C'est vrai que dans la construction de l'indicateur, le bruit a un point important, et en particulier le bruit aérien, puisqu'on se basait sur les courbes dose-réponse. Et les risques sont plus élevés avec le bruit aérien. Donc on a considéré des risques différenciés selon les sources. Donc toute la zone aéroportuaire qui ressort. Après, c'est pas non plus... on n'a rien découvert avec ce qu'on a fait. Donc, dans le criblage, en tout cas, des actions qu'on peut mener au niveau des territoires, il y a un enjeu lié au bruit aérien, ça c'est certain. Mais c'est vrai que ces démarches ne sont pas faites pour stigmatiser les territoires. Quand on a publié le rapport, on a eu des demandes de journalistes. Bon, alors, c'est laquelle la ville la plus polluée ? Et donc, c'est typiquement le genre de réponse auquel on refuse de répondre, de questions auxquelles on refuse de répondre. Ce n'est pas du tout l'enjeu de stigmatiser les territoires. C'est plus après de déclencher une action, de dire, voyez, sur votre territoire, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce qu'on peut vous accompagner, regarder de plus près, essayer de trouver des solutions ? C'est vraiment ça l'objet de la démarche. Je vous propose de clore ce premier chapitre d'initiative sur la mobilisation de plusieurs bases de données environnementales pour construire des indices composites qui prennent en compte plusieurs facteurs d'exposition. Et pour passer à un deuxième enjeu qui est l'interopérabilité, le croisement entre données environnementales et données de santé, puisqu'on est sur le champ de la santé-environnement. Donc c'est un deuxième type d'enjeu de croisement et d'interopérabilité qui peut se poser. Et donc je laisse la parole à Morgane Stemfelet. Merci Paul. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. C'est vrai que du coup la question là fait un peu la transition. En termes de croisement, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques relatives à la donnée auxquelles on fait face nous à Santé publique France. Donc moi déjà pour me présenter, je suis en charge des réflexions sur la construction des indicateurs géographiques d'exposition dans toutes ces problématiques et en lien avec toutes les pathologies que l'on suspecte d'être en lien avec l'environnement et on voit très souvent que les liens ne sont pas si faciles à établir justement et les travaux que mènent les collègues sur les données environnementales sont hyper importants. Donc si on prend le processus un peu, si on se met dans la peau de l'épidémiologiste en santé-environnement et qu'on retrace un peu la logique d'aborder ces problématiques sanitaires. Donc on part, si on a une entrée pathologie, de variation spatio-temporelle des maladies, quelle qu'elle soit. On va identifier et prioriser les facteurs de risque et les pathologies en s'appuyant toujours sur la littérature et l'expertise, en ayant du coup, en partant a priori sur des associations qu'on peut retrouver dans la littérature et au dire d'experts. On recherche les bases de données sources, qu'elles soient... alors on a le même type de problématique sur les données environnementales et sur les données de santé. On est soumis aux mêmes limites pour la donnée sanitaire. À quelle échelle est-ce que je vais pouvoir travailler ? Quelles sont mes données disponibles ? Quelle est la profondeur historique à laquelle je dois m'intéresser ? On est là sur des pathologies qui, pour certaines d'entre elles, ont des délais de latence entre le moment de l'exposition et la déclaration de la pathologie qui font qu'on a besoin de données environnementales avec des profondeurs historiques conséquentes. On utilise de la donnée environnementale qui est construite par des équipes dédiées à l'environnement et qui ont l'expertise. On travaille notamment avec les agences de surveillance de la qualité de l'air, les collègues ici présentes. Et puis on va construire nos indicateurs de santé et d'environnement. C'est la grosse partie de la réflexion en mobilisant notamment des systèmes d'information géographique pour ce qui est de la donnée environnementale et puis faire nos croisements par des analyses statistiques et avec une grosse problématique sur l'interprétation, on l'a dit, qui n'est pas toujours évidente et dégager potentiellement des hypothèses étiologiques pour que la recherche creuse et établir des relations exposition-risque quand c'est possible et dans le meilleur des cas pouvoir aider la décision et s'adresser aussi aux citoyens avec des processus de valorisation de restitution qui est vraiment une étape qu'on juge très importante. En termes de prérequis, alors la donnée, là on a parlé de la donnée environnementale,
sur le territoire national pour Santé publique France, et puis l'outre-mer incluse, qui est encore un autre sujet, parce que sur l'outre-mer, souvent, on a des problématiques un peu de données manquantes, ou en tout cas, c'est pas le même type de données qu'on va pouvoir mobiliser, mais on a aussi des données connexes sur les référentiels géographiques qu'on utilise, les mailles administratives par exemple, et puis les données socio-démographiques pour mesurer la défaveur sociale, qui est toujours un tiers facteur considéré dans les liens entre exposition environnementale et pathologie. Des problématiques et des enjeux de disponibilité de la donnée et de profondeur historique, mais j'en ai déjà parlé. En termes d'enjeux épidémiologiques, on peut en citer 3, des enjeux d'estimation des expositions environnementales à différentes échelles, des estimations dans la contamination des milieux, des calculs de proximité à des sources par zone tampon, buffer, Sabine en a parlé, des enjeux de description de territoire pour prendre en compte des expositions dans des contextes d'inégalité socio-territoriale de santé, par exemple, et des enjeux d'identification de zones de multi-exposition avec des cumuls de nuisances. Et je citerai notamment des cumuls pollution de l'air, bruit, accès aux espaces verts, par exemple, mobilité active et température. Donc la construction des indicateurs, nos indicateurs, ils sont de deux types. Les indicateurs géographiques d'exposition, où là, on va chercher à mesurer, à approcher une mesure construite de l'exposition à une échelle spatio-temporelle donnée. Donc à partir de données environnementales de plein de types, donc des mailles pour la pollution de l'air, des localisations ponctuelles pour les industries polluantes par exemple, etc. Et puis pour les indicateurs de santé, on va calculer des taux d'incidence d'une pathologie sur un territoire, des taux de mortalité, des données de biosurveillance par exemple, et d'autres types d'indicateurs construits. Je passerai sur les étapes de construction parce que c'est des choses qu'on a déjà entendues au cours de la journée. Et juste dire que c'est vrai qu'on mobilise aussi beaucoup pour ce type d'approche en santé-environnement les systèmes d'information géographique. Donc les grands types d'indicateurs qu'on cite et qu'on utilise beaucoup, c'est des indicateurs contextuels pour caractériser les zones sur lesquelles on travaille et qui ont vraiment leur part dans l'explication, la tentative d'explication des liens entre pathologie et environnement, le caractère urbain-rural d'une commune par exemple, les profils sociodémographiques, les problématiques de densité de population, les caractéristiques météorologiques, par exemple la prise en compte de la direction du vent, qui sont des données très compliquées à mobiliser et qui pour autant ont vraiment leur importance dans les problématiques sanitaires. Je pense notamment à l'exposition, les riverains de cultures viticoles, par exemple, pour lesquels il est impératif d'intégrer ce type de données, et ce qu'on sait assez mal faire pour l'instant. Des indicateurs de mise en cohérence d'échelle. Céline l'a dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour traiter nos données de santé, nos données environnementales sur une même maille géographique? Donc, des processus d'agrégation et de désagrégation des données. Et puis, et c'est la même chose pour les problématiques temporelles, où là, on va essayer aussi de converger vers une donnée cohérente en faisant avec les données dont on dispose. Des problématiques de proximité assez classiques, de calcul de distance, etc., de quantification du risque, et là, en essayant de mesurer l'intensité d'un risque, et donc avec un nombre d'industries par exemple sur une même maille géographique, associé à ça une durée d'exposition, donc une durée d'activité par exemple, et puis caractériser, des indicateurs de caractérisation et de typologie qui vont nous permettre en amont de sélectionner des zones potentiellement exposées. Par exemple, sélectionner des riverains de culture viticole versus des gens qui sont très éloignés de toute culture, pour essayer de comparer les deux types de populations. Donc là, c'était vraiment juste une slide où il y a des cartes, donc c'est toujours joli. Mais en plus de ça, c'était pour vous montrer que les problématiques un peu dominantes, la Santé publique France, c'est vraiment celle des pesticides, donc des données associées. Et sur les pesticides, il y a une grosse problématique d'accès à de la donnée vraiment exploitable à mettre en face des données de santé. C'est assez rare, et donc on essaye d'approcher ces problématiques par tout un tas
de proxy qui sont discutables, des sites industriels et sols pollués qui sont vraiment une grosse problématique, la pollution de l'air toujours, pour lesquels on a, c'est vrai, une donnée pour le coup assez exhaustive avec un historique hyper intéressant et une couverture nationale. Donc voilà, ces problématiques-là nous intéressent aussi beaucoup. Et puis aussi toutes les données relatives aux problématiques d'adaptation au changement climatique, donc accès aux espaces verts notamment. J'avais un exemple, mais ça va être un peu court sur le diabète de type 1, juste pour vous dire que, là c'était, voilà, c'est une étude dont le rapport va paraître bientôt, mais dans laquelle on a mobilisé tout un panel justement de données environnementales qu'on a mis sur une même maille qui est celle du canton, et pour laquelle, pour chaque canton, on a créé des indicateurs associés pour pouvoir les regarder en face d'une pathologie qui est de plus en plus... pour laquelle l'incidence augmente, en fait, qui est le diabète de type 1 chez l'enfant. Et donc, à partir des données de la littérature, on s'est intéressé à notamment les liens avec la pollution atmosphérique, la densité d'industrie, les perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup, et puis beaucoup d'autres indicateurs. Donc juste pour conclure, les difficultés liées à la donnée, mais je crois c'est du coup des redites en termes de repérabilité, d'interopérabilité, disponibilité, etc. Et aussi peut-être les limites techniques dont on parle aussi, mais dont on a beaucoup conscience, et on se heurte vraiment à la mobilisation à Santé publique France, parce que ça requiert des compétences vraiment spécifiques dans le traitement de la donnée massive, les géotraitements qui sont des traitements hyper lourds en temps de calcul, etc., et qui nécessitent souvent d'avoir accès à des supercalculateurs, etc. Et ça, c'est en lien avec aussi des questions de moyens qu'on n'a pas toujours. Et donc, dans les perspectives, juste peut-être une chose, mais peut-être qu'on va en discuter après, c'est que il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que nous, voilà, épidémiologistes, même s'il y a énormément d'autres métiers à Santé publique France, et notamment des métiers qui ont attrait à l'environnement, on s'appuie vraiment, en ce qui concerne la donnée, sur l'expertise des autres agences et des fournisseurs, des producteurs de données environnementales pour nous aider à construire nos études. Peut-être une petite question pour alimenter ce dernier débat et avant de passer à la dernière présentation. Selon vous, quels seraient les principaux, comment vous caractériseriez les principaux problèmes de synergie entre les acteurs qui produisent et mobilisent la donnée environnementale et ceux qui mobilisent et valorisent la donnée de santé? Quels seraient les principaux leviers d'action pour favoriser les synergies? C'est vrai que dans nos groupes d'experts, etc., on essaye voilà, d'intégrer un maximum les sachants, les experts de cette donnée environnementale. Après, on a un gros enjeu de repérabilité de la donnée. On n'est pas toujours au fait de ce qui pourrait exister, et ça, on est toujours voilà, à l'affût des nouvelles données et des nouvelles possibilités qu'on pourrait avoir, et donc connaître aussi, c'est beaucoup une question de personnes, donc tout ça se fait par des groupes justement de discussion. Marie va en parler, mais du coup le Green Data for All, c'est quand même un bon moyen de discuter, de se mettre autour de la table et de faire connaître aussi nos enjeux. Les enjeux du monde de la santé ne sont pas forcément connus des enjeux des producteurs de la donnée environnementale aussi. Donc je pense qu'il y a un gros travail d'acculturation dans le milieu de l'environnement, et à l'inverse, dans le milieu de la santé, s'agissant des données environnementales. C'est une excellente transition, à moins qu'il y ait d'autres questions de la salle.
puisque le Green Data for Health vise notamment à favoriser la synergie entre les acteurs dans le domaine de la santé-environnement et à résoudre, peut-être pas, mais en tout cas favoriser la découvrabilité et la repérabilité des données au travers d'un catalogue de données. Je laisse la parole à Marie Ramondaré. Merci Paul. Donc Marie Ramondaré, chef de projet design et innovation à l'Ecolam et donc chef de projet du Green Data for Health, qui est un dispositif qui s'inscrit dans la stratégie de la donnée de la Commission européenne en tant qu'espace commun de données sur la verticale de la santé-environnement, et également qui est une des actions du 4e plan national santé-environnement dont Sabine parlait tout à l'heure, qui a pour objectif de stimuler la recherche en santé-environnement, notamment pour produire et accélérer donc, la connaissance sur l'impact des facteurs environnementaux sur la santé, qu'elle soit humaine mais également animale et des écosystèmes, donc toujours dans cette approche une seule santé. Alors, comme l'a dit Paul, l'objectif du Green Data for Health est bien de permettre une meilleure mobilisation également, meilleure valorisation des données environnementales, et ce, pour la cible des chercheurs et des experts en santé-environnement. Alors, il y a plusieurs objectifs que le Green Data for Health tâche d'atteindre par rapport à la facilitation de la repérabilité et de l'accès aux données environnementales, y compris à celles des territoires. Également un enjeu de description des données. Tout à l'heure, Sabine disait c'est bien beau de savoir où se trouvent les données, mais faut-il encore savoir quoi en faire et qu'il y ait suffisamment d'informations par rapport à ces données. Et enfin, améliorer la communication et la synergie dont parlait Morgane à l'instant. Alors, à qui s'adresse ce dispositif? Deux grandes cibles. La première, donc j'ai déjà cité, les réutilisateurs de la donnée, qu'il s'agisse de chercheurs et également d'experts en santé-environnement, qui donc ont besoin de repérer, d'accéder à ces données, de comprendre les ressources et notamment la qualité des ressources dont ils vont pouvoir disposer afin de la réutiliser, notamment de la croiser avec les données de santé. Et également, bien sûr, les producteurs et les gestionnaires de cette donnée environnementale sans qui le dispositif ne pourrait pas exister car il s'agit de nos premiers utilisateurs et de nos premiers interlocuteurs pour alimenter ne serait-ce que notre catalogue de données environnementales. Alors, pendant la phase de préfiguration du dispositif a eu lieu une longue phase d'investigation qui a duré plusieurs mois, lors de laquelle l'équipe a rencontré à la fois des acteurs donc, qui recensent, qui collectent de la donnée environnementale, plutôt des producteurs de données de santé, des décideurs, des acteurs privés, voilà, tout type d'acteurs sur le champ de la santé-environnement. À l'écran, vous avez une synthèse des besoins sur le champ de la recherche et de l'expertise en santé-environnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des besoins parce que sans surprise, on retombe bien sûr sur des enjeux de repérabilité de la donnée, savoir où elle se trouve, quand une donnée est mise à jour, où se trouve cette mise à jour. Également des enjeux au niveau de la collecte de la donnée, de la transformation. Comment, quand j'ai accès à une donnée, comment est-ce que je fais pour l'utiliser pour des données qui sont souvent collectées dans des enjeux de surveillance ou pour répondre à une réglementation. On parlait de ce besoin d'historique ou de granularité fine, et ce n'est pas toujours le cas sur les données environnementales que l'on récupère pour être croisées avec des données de santé. Et enfin, ce gros enjeu de synergie entre les acteurs, que ce soit pour échanger sur les enjeux d'interopérabilité comme on le fait aujourd'hui, et également pour mettre en lien les consommateurs de la donnée avec les producteurs. Alors tout ceci nous a permis d'arriver et d'affiner en tout cas cette offre de service du Green Data for Health, donc qui est en cours d'incubation à l'Ecolam depuis maintenant 1 an exactement, et qui se traduit en 3 grandes briques. Une première qui est un recensement, un catalogue de ressources en ligne. D'ailleurs, on n'a pas mis le lien, mais je vous invite à aller consulter le gt4h.ecologie.gouv.fr. On pourra vous remettre le lien dans le chat si cela fonctionne. Voilà, donc plateforme qui met à disposition des données environnementales. Petit point de précision, on ne stocke pas la donnée. On ne catalogue pas toute la donnée environnementale, mais celle qui est utile sur le champ de la santé-environnement, avec des données qui sont décrites pour cet usage. Donc, par décrite, j'entends avec des métadonnées techniques, juridiques, géographiques, temporelles, et également propres à la santé-environnement. On va également avoir une brique avec des outils juridiques qui vont permettre de s'informer quant aux grands principes du droit des données environnementales, par exemple comprendre qu'est-ce qu'un document administratif, une mission de service public, une licence. Et enfin, une dernière brique d'animation. Alors, j'allais dire, l'équipe du GD4H n'a pas beaucoup de mérite, si ce n'est
de mailler, de pouvoir compter sur l'écosystème des producteurs et des utilisateurs de cette donnée. Donc on en a l'exemple aujourd'hui avec cette table ronde qui permettent d'alimenter justement cette offre, les outils que l'on construit. Et encore une fois, un grand merci aux différents acteurs. Et donc cette animation se traduit via plusieurs actions, donc la communauté de la donnée en santé et environnement, et également un appel à projet conjoint avec le Data Hub qui a été ouvert le 18 octobre dernier et un Data Challenge dont on va parler juste après. Alors l'apport du Green Data Forest, pour répondre justement à tous les enjeux qui ont été évoqués précédemment, j'en ai parlé, le fait d'aider à mieux repérer les données environnementales existantes, qu'elles soient accessibles ou non. Donc vraiment notre enjeu c'est de se dire ok, telle donnée existe sur tel champ et avoir un catalogue de données qui permet de pointer justement, de recenser ces données. Vient ensuite l'appui ou en tout cas l'aide au processus d'accès à ces données. Comme je disais, on identifie aussi des données qui sont inaccessibles ou accessibles uniquement sur demande ou sous condition. Là, le GD4H va pouvoir aider à orienter, à comprendre quel est le bon contact et comprendre quel est le processus qui s'applique pour accéder à ces données. Et notamment avec l'outil juridique qui va permettre de comprendre quels sont justement les droits et les devoirs des producteurs quant au partage de ces données, notamment avec la sphère des chercheurs. Et ensuite, des éléments propres à la qualité des données, où là, on va tâcher de documenter au maximum les ressources environnementales avec des métadonnées relativement fines, encore une fois, qui sont renseignées par les producteurs et gestionnaires de données. On a pu faire des cas d'usage, notamment sur la chlordécone, c'est un réel enjeu pour les acteurs qui travaillent sur l'exposition des populations à la chlordécone, d'identifier les bons jeux de données, les bonnes ressources. Et on a pu, nous, taguer donc, les jeux de données qui étaient d'intérêt pour ce champ de thématique, qui permettent, grâce à nos moteurs de recherche, si on tape chlordécone, de remonter ces ressources. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le partage des bonnes pratiques, des référentiels, des outils existants, où là, on va avoir des réflexions, des ateliers, des échanges avec l'écosystème, à la fois sur les référentiels existants, se mettre d'accord sur des schémas de données communs, travailler sur la qualité des données, identifier des données pivots pour mieux croiser ces données environnementales avec des données de santé, et plus largement, partager des outils et des bonnes pratiques qui puissent être mutualisables par la communauté. Et enfin, stimuler les échanges entre les acteurs de la communauté. Donc, on peut faire le lien entre les consommateurs de la donnée, les chercheurs, les experts et les producteurs, s'ils ont besoin de détails. Par exemple, est-ce qu'il existe un jeu de données à une maille plus fine? Est-ce qu'il y a un historique plus profond de cette donnée? Donc ça, c'est le genre d'action que l'on peut prendre en charge. Et également, la mise en place d'un appel à projet intitulé « La recherche au service », la donnée au service de la recherche et de l'innovation en santé-environnement, que vous pouvez retrouver sur la plateforme du Health Data Hub et qui va aider 4 projets lauréats sur la mobilisation des données environnementales et de santé nécessaires à leurs travaux de recherche. Et enfin, le Data Challenge, que nous sommes en train d'organiser, qui a pour objectif d'identifier des grands défis autour de problématiques de la mobilisation de la donnée environnementale, qu'il s'agisse par exemple de données dans un mauvais format ou avoir besoin d'un outil de visualisation de la donnée ou de réaliser un script de jointure, des pré-traitements sur cette donnée environnementale. Voilà, donc ce Data Challenge va se découper en 3 grandes phases, une phase de cadrage des défis, une phase de production des outils, donc avec la constitution d'équipes pluridisciplinaires qui va se dérouler sur 2 mois en avril et mai prochain. Et puis une phase de valorisation, vraiment pour capitaliser sur ce qui aura été produit, s'assurer que les outils puissent être aussi répliqués sur d'autres champs thématiques ou en tout cas valorisés en ligne, que ce soit les outils et les données qui auront été produites. Et il y aura également un accompagnement post-challenge éventuel pour quelques projets à fort impact. Alors je pense qu'on arrive à la fin du temps imparti, donc on pourra revenir sur ces éléments si vous le souhaitez plus tard. On me dit que c'est terminé. Et pour participer, on pourra vous partager les liens pour faire remonter les défis. On a besoin de vous, on a besoin de la communauté pour identifier les défis qui seront adressés. Merci beaucoup Marie. Est-ce que cela génère des questions de la salle? Alors c'est pas une question, c'est une réflexion, mais sur laquelle vous pouvez peut-être réagir. Qui est que depuis ce matin, quelles que soient les tables rondes qu'on a faites, donc les politiques publiques qu'on a visitées, et puis on le voit à notre quotidien, notre travail quotidien. Donc moi, je participe à l'administration ministérielle des données. On est beaucoup sur l'utilisation de l'existant, le fait de valoriser l'existant, de le partager, de le faire circuler, etc. Mais en fait, ça nous prend tellement de temps, tellement
de ressources qu'on ne réfléchit pas à ce qui nous manque. Et pour vous, c'est prégnant aussi, c'est quelles sont les données qu'on aimerait avoir qui n'existent pas, et quels seraient les circuits qui nous feraient pouvoir avoir des incubateurs à base de données qui feraient franchir des verrous dans la recherche, ou etc. Et ça, c'est quel que soit le domaine, c'est pareil. On est trop axé sur l'existence, sur le fait de valoriser l'existence, parce qu'on pense qu'on est assis sur un trésor, et ce qui est vrai, et on réfléchit pas assez à ce qui nous manque. Est-ce que vous avez des circuits qui permettent justement d'essayer d'incuber ces données manquantes? Je sais pas. Moi, je peux juste dire que, alors, c'est vrai, en fait, on se dit que on a déjà effectivement plein de données avec un fort potentiel. En tout cas, ça serait déjà amplement suffisant en termes de données environnementales à croiser avec les données de santé, en tout cas. Et donc, du coup, on est plutôt effectivement focalisé à essayer de combler les lacunes et les manques dans les données existantes, et je crois qu'on s'en contenterait finalement. Donc j'ai pas trop de pistes pour les données autres. Mais si je peux rajouter, effectivement, sur les données notamment d'exposition dans les différents milieux, il y a des travaux qui sont en cours, mais qui en fait sont longs. Je pense notamment dans les sols ou même dans l'air intérieur, où en fait c'est les campagnes qui sont très longues, parce que c'est faire des campagnes de mesure dans les sols sur l'intégralité du territoire, avec des coûts analytiques qui peuvent être très lourds. Et où du coup, il y a des choses qui sont en cours, c'est juste lent, ou du moins, effectivement, dans un monde idéal, on aurait les concentrations intégrales sur tout le territoire, pour tous les polluants possibles, mais il y a des contraintes techniques qui font que... Oui, mais ça peut être des capteurs manquants, ça peut être... parce qu'on n'a pas la donnée, parce qu'on n'a pas le financement pour les capteurs, ou etc. Mais il y a des choses qui sont quand même faites, c'est en termes de profondeur de la donnée, il y a des choses qui évoluent, mais c'est vrai que c'est pas tout de suite, quoi. Oui, et puis après, déjà savoir que la donnée existe. Il y a plein de données, un historique très profond où on a l'impression qu'elle n'existe pas. En fait, déjà, ce lien vers le producteur est une première étape. Comme recenser tout ce qui existe permet aussi d'identifier les trous potentiels. Et ça, c'est vraiment une étape qui est remontée. Et Morgane le dit, si on exploitait toute la donnée qui existe, ça serait déjà énorme. Et déjà, aider à exploiter cette donnée existante, c'est une première étape. Je n'ai pas de réponse faite. Mais... Après, ce que je trouve intéressant dans toutes ces réponses, c'est l'arbitrage au coût-bénéfice, toujours parce que lancer une campagne de mesure, récolter de la donnée, c'est toujours très coûteux. Donc ce qui est intéressant aussi avec l'articulation avec la data science, c'est d'essayer de trouver des nouvelles méthodes de mesure qui sont moins coûteuses et qui peuvent par exemple être inclus dans les téléphones par des petites applications. Je pense par exemple au champ des ondes électromagnétiques, où on va pouvoir mesurer avec les téléphones une exposition aux ondes sans mener des campagnes très très rigoureuses, qui sont très coûteuses et qui se déploient sur une échelle territoriale très limitée. Et par exemple avec des algorithmes de machine learning, évaluer la mesure dans laquelle ce que l'on peut obtenir de manière rapide et peu coûteuse pourrait constituer une donnée entrante intéressante et fiable. Et donc ça, je me dis que c'est aussi peut-être une piste de collecte de la donnée. Il y a aussi des initiatives, tout ce qui est expérimentation de politique publique, notamment sur le chauffage au bois en Île-de-France, où on avait installé des capteurs d'air intérieur chez les habitants pour collecter de la donnée d'air intérieur, parce que c'est toujours plus difficile à atteindre. Mais encore une fois, voilà, la notion coût-bénéfice intervient vite, et il y a une limite territoriale parfois qui constitue une vraie limite. Ouais. Bonsoir à tous. Moi, j'avais une question sur la technologie blockchain. Comment l'envisagez-vous ou pas dans les recherches qui sont les vôtres? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre sur le radar? Est-ce qu'on va dire il y a des tout ce qu'on connaît sur l'impact écologique de la technologie telle qu'elle est reflétée, par exemple, via l'usage des cryptos? Enfin, comment abordez-vous finalement ce développement? Je crois que c'est pas abordé. J'ai ma réponse. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle?
Eh bien, dans ce cas, pour être très scolaire et en conclusion, je tiens à remercier les acteurs qui sont présentés aujourd'hui pour cette table ronde et qui illustrent bien que la donnée, c'est avant tout des producteurs et des réutilisateurs et que la synergie, ça passe avant tout par la mise en contact des acteurs de différents domaines. Et aujourd'hui, autour de la table, on avait des experts de la santé et des experts de l'environnement. Donc voilà, ça commence par là. Donc merci pour votre implication aujourd'hui. Merci pour votre implication aussi dans le projet Green Data for Health, puisque c'est grâce à la communauté de la santé et environnement que cet espace commun de données a été incubé et parvient à être alimenté au quotidien. Voilà. Et merci à tous.